Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Il dort en prison depuis hier soir. Celui qui répond au prénom d'Owen est passé aux aveux lors de sa garde à vue. Le meurtrier de Louise, c'est lui. Aux sources de cette tragédie, une frustration, une colère irrépressible après une partie de jeux vidéo en ligne. Elle s'achève par le meurtre d'une collégienne de 11 ans. Le procureur d'Evry a livré de nombreux détails au cours de sa conférence de presse. Caroline Baudry. Owen déclare aux enquêteurs jouer à Fortnite le vendredi du drame lorsque, très en colère après une altercation en ligne avec un autre joueur qui l'insulte, il décide de sortir de chez lui, vêtu de sa doudoune noire dans laquelle se trouve, comme d'habitude, un couteau de type Opinel, détaille le procureur. Son intention était de voler ou de racketter pour se calmer. Il rencontrait fortuitement Louise et décidait de la suivre. Il l'attirait dans le bois des Templiers sous le prétexte d'y avoir perdu un objet. Alors qu'il voulait fouiller son sac, elle se mettait à crier. Il la faisait tomber à terre et lui portait plusieurs coups de couteau. Il rentre chez lui en courant. Sa petite amie le retrouve blessé à la main avec du sang sur le menton. Il jette ses vêtements et le couteau dans une poubelle. Cet étudiant en BTS informatique est en alternance mais sans entreprise depuis décembre. Il n'a jamais fait l'objet d'un suivi psychologique malgré des colères violentes que décrit son entourage. Sa sœur, 19 ans, ne lui parlait plus depuis qu'elle avait subi des violences de sa part en avril 2023 qui avait fait l'objet d'un dépôt de main courante dans un commissariat. Le suspect avait tenté de s'en prendre à une collégienne de 12 ans le 4 février dernier, 3 jours avant le meurtre, mais elle avait refusé de le suivre dans ce même bois. Caroline Baudry, la petite amie de Owen qui avait menti sur son emploi du temps pour le protéger, a été mise en examen pour non-dénonciation de crime et placée sous contrôle judiciaire. La violence et la délinquance au cœur des débats aujourd'hui à l'Assemblée nationale avec l'examen de la proposition de loi de Gabriel Attal sur la justice des mineurs. Le texte prévoit notamment une dérogation à l'excuse de minorité et des sanctions pour les parents de mineurs délinquants. À Grenoble, la violence a encore franchi un cap hier soir avec cette attaque à la grenade contre un bar de la ville. On retrouve tout de suite en direct le correspondant d'Europe 1 en Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour Jean-Luc Boujon. Bonjour. Le bilan est déjà lourd, 6 blessés en urgence absolue. Le procureur de la République exclut à ce stade la piste terroriste. Tout s'est passé très vite, semble-t-il, puisque l'assaillant est parvenu à prendre la fuite. Oui, un homme qui s'est présenté un peu après 20h dans un bar associatif du quartier du Village Olympique, un quartier sensible de la ville de Grenoble. Un bar en règle générale fréquenté par la communauté turque. Sans un mot, et très vite, il a lancé une grenade dans ce local alors que beaucoup de clients étaient encore présents, attablés à ce moment-là. Puis il a pris la fuite. L'explosion a littéralement soufflé le local et a fait beaucoup de dégâts humains puisque 12 personnes effectivement ont été blessées, dont 6 sont en urgence absolue, immédiatement hospitalisées. Alors quelles pouvaient être les motivations de l'assaillant? Premiers éléments de réponse avec le procureur de Grenoble, François Tourette-Coussy. Pour l'instant, il n'y a aucune hypothèse qui est privilégiée, à part l'attentat terroriste pur et simple qui est a priori écarté, mais on va travailler sur toutes les hypothèses. Ça peut être lié au contexte grenoblois, le trafic de drogue? Ça peut, c'est une des hypothèses. Le trafic de drogue et les règlements de compte si fréquents à Grenoble ces derniers mois sont donc une des pistes envisagées, d'autant que l'homme qui a lancé la grenade avait, semble-t-il, avec lui également un fusil d'assaut type Kalachnikov, dont il n'aurait cependant pas fait usage. C'est cet homme qui est recherché à l'heure actuelle par les hommes de la PJ de Grenoble. Jean-Luc Boujon, correspondant d'Europe 1 en Auvergne-Rhône-Alpes, en direct pour les premiers éléments. On vous retrouve, Jean-Luc, dans le journal de 8h. La politique, la guerre des chefs aura-t-elle lieu chez les Républicains? Bruno Retailleau se lance à la conquête du parti. Et ils auront le pacte de non-agression que lui proposait de nouer le patron du groupe LR à l'Assemblée, Laurent Wauquiez. Le ministre de l'Intérieur a choisi un café de Montparnasse à Paris pour lancer sa campagne. Reportage Maïaline Trémollet. Dans un petit bar parisien, des dizaines de militants LR massés applaudissent avec enthousiasme l'arrivée de Bruno Retailleau sur une musique de rock. Sur une estrade improvisée, le ministre de l'Intérieur donne le coup d'envoi de sa campagne. Aujourd'hui, nous commençons un chemin pour que demain nous puissions relever les défis de la France. C'est la France qui bat dans nos cœurs, c'est pour la France que nous voulons nous battre aujourd'hui et demain. Parmi les militants, beaucoup sont venus soutenir une candidature considérée comme évidente. Anaëlle, étudiante de 22 ans. C'est un homme qui parle mais qui fait, qui n'a jamais cédé, qui ne cédera jamais aux sirènes des compromissions, qui est droit, qui est fidèle, qui est constant, et c'est juste ça dont on a besoin chez LR. De son côté, Paul a été convaincu par l'arrivée de Bruno Retailleau à l'intérieur. Pour lui, le locataire de Beauvau redonne des couleurs à une droite longtemps éprouvée. Ce bon boulot qui est fait à l'intérieur peut être fait à la présidence des Républicains. Donc je suis venu soutenir, encourager et voilà. Quant à l'hypothèse d'une guerre des chefs, la plupart des militants la balaient d'un ton ferme et préfèrent évoquer une compétition dont sortira un vainqueur légitime.
Maï-Hélène Trémollet du service politique d'Europe 1, la présidentielle de 2027, la guerre des chefs qui s'annonce à droite. L'ancien pensionnaire de la maison LR, Gérald Darmanin, regarde tout cela avec intérêt. Dans Aujourd'hui en France, le Parisien, le ministre de la Justice défend l'idée d'une primaire comprenant les macronistes et les républicains. Et vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h05. Vladimir Poutine et Donald Trump veulent des négociations immédiates sur l'Ukraine. Le président américain l'a dit aux journalistes qu'il l'interrogeait après un double entretien avec le président russe et le président ukrainien. La guerre, ça suffit. Nous avons eu un grand appel. Il a duré longtemps, plus d'1 heure. J'ai également eu un très bon appel avec le président Zelensky après cela. Je pense que nous sommes sur la voie de la paix. Je pense que le président Poutine et le président Zelensky veulent la paix. Je veux la paix. Je veux simplement que les gens cessent de se faire tuer. Donald Trump hier à propos du conflit en Ukraine, les États-Unis ont déjà dessiné les contours d'un plan de paix, Wilfried de Villers. Un plan promesse de Donald Trump qui se dessine enfin et rebat les cartes après 3 années de guerre. Vladimir Poutine d'abord se dit pour la première fois depuis des semaines en faveur de pourparlers. De son côté, Volodymyr Zelensky affirme avoir longuement discuté avec Donald Trump des possibilités de parvenir à la paix. Et ces discussions, si l'on en croit le président américain, pourrait débuter immédiatement avec des lignes rouges d'ores et déjà tracées par Washington. Une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, irréaliste selon Donald Trump et son secrétaire à la défense, Pete Hegseth. Devant ses homologues de l'Alliance Atlantique, ce dernier a aussi décrit comme illusoire la perspective d'un retour de l'Ukraine à ses frontières d'avant 2014 et l'annexion de la Crimée par la Russie. Quant à l'Europe, elle devra prendre en charge une part écrasante du soutien civil et militaire à l'Ukraine, affirme aussi le chef du Pentagone, qui rejette l'envoi de troupes américaines dans le pays après la fin du conflit. Autant de sujets qui seront au cœur de la rencontre demain entre Volodymyr Zelensky et le vice-président américain J.D. Vance lors de la conférence de Munich sur la sécurité. Wilfried de Villers. Allez, le football, la Ligue 1 s'offre une nouvelle crise des droits télé. DAZN, codiffuseur officiel de la Ligue 1, n'a pas versé la 4e échéance prévue dans le contrat. La LFP la signe donc en justice pour être certaine de récupérer les sommes vitales pour les clubs de Ligue 1, Cyril de la Morinerie. Oui, DAZN, qui diffuse 8 matchs par journée de Ligue 1, n'a payé que la moitié de sa facture de février. La chaîne a placé les 50% restants sous séquestre, soit la bagatelle de 35 millions d'euros. La plateforme britannique reproche notamment à la Ligue de ne pas lutter suffisamment contre le piratage. Seuls 500 000 passionnés se sont abonnés à la chaîne, loin des 1,5 million requis pour être rentable. Après le psychodrame Mediapro, la catastrophe semble se répéter. Mais pour Pierre Masse, spécialiste des droits télé, il s'agit surtout pour DAZN d'obtenir un rabais. Il y a une grosse différence avec Mediapro, c'est que Mediapro, eux, ils avaient envie de partir, donc le défaut de paiement et dans les mois qui suivent, ils sont partis, tandis que DAZN ne veut pas partir. DAZN a la volonté, qu'il manifeste même de manière assez agressive, de renégocier son contrat, mais DAZN veut rester. Un bras de fer judiciaire est désormais engagé car les présidents de clubs ont besoin de cet argent pour payer les salaires. Quant au risque d'écran noir, il semble pour le moment exclu en cas de départ de DAZN. La Ligue pourrait créer une plateforme et diffuser elle-même les matchs. Cyril de la Morinerie. Merci Christophe Lamar, c'était votre journal. Il est 7h08 sur Europe 1.